Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons évoquer ceci. Ah, il y a un petit reflet. Voilà. Fantasy Age. Alors, Fantasy Age, qui est publié par Green Ronin. Une petite série de jeux, un jeu assez astucieux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, en fait, Green Ronin, ou Ronin, je ne sais pas comment on dit, avait sorti le jeu Dragon Age avec un système, le fameux système justement Age, mis en place par les gens par Green Ronin. Green Ronin, on le rappelle, c'est un éditeur qui a été pas mal investi sur beaucoup de projets concernant Donjons et Dragons, notamment, voilà, quelqu'un qui a fait beaucoup qui a travaillé sur de nombreux suppléments, voilà, enfin, qui connaît, qui sait de quoi il parle. Et ils avaient adapté donc le jeu vidéo Dragon Age en lui allouant un petit système assez proche de ce qu'on connaît dans le D&D-like, voilà, mais qui colle à l'univers du jeu. Je ferai certainement d'ailleurs une vidéo sur Dragon Age. Là, ils ont sorti un peu plus tard quelque chose de plus générique, si vous voulez, le Fantasy Age, avec quelques ouvrages. Là, on va s'intéresser au Basic Rulebook. C'est pas très épais, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à jouer. Il y a des suppléments, il y a un compagnon, il y a un bestiaire, il y a l'équivalent de ce qui pourrait être un guide du maître où on vous parle un peu, quand vous créez votre univers, comment bâtir des choses en rapport, etc. C'est un petit peu ce que Rollmaster est au jeu des Terres du Milieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'univers, c'est quelque chose de générique, c'est une trousse à outils, et on va regarder un petit peu ensemble comment ça commence. Comment ça tourne. Alors le livre, bon, couverture rigide, un petit volume pas trop épais. Il y a un parti pris qui moi m'a plu dans ce jeu, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Donc vous avez vraiment ces 2 pages, hein, qu'est-ce que le jeu de rôle, comment on joue, et puis après il vous expose également les basiques du jeu. Alors il y a bien sûr les caractères, les habilités, les stunts, cascades. Je crois que dans Dragon Age, parce que Fantasy Age n'est pas traduit en français, il ne le sera pas, je pense pas, enfin ça m'étonnerait, c'est peut-être, mais je ne crois pas que c'est prévu que ce soit traduit. Par contre, Dragon Age, il y avait une version réalisée par Black Book, ils avaient traduit ça par les dés de prouesse pour cascade, bon, pourquoi pas. Vous avez les dés, etc. Alors la particularité, c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'avais mis en place moi-même dans mon Frankenstein, là, mon espèce de hack d'un petit peu d'OSR et puis de la 5e édition. C'est en fait de récupérer une courbe gaussienne dans les résultats, d'éviter le joueur qui est soi-disant très bon à l'arc et qui pète une corde à chaque fois parce que le joueur a pas de chance et qui fait un naturel. Donc là, vous avez, en fait, vous tirez 3d6 plus votre bonus d'habilité, plus éventuellement un focus. Ce qui fait que vous avez cette courbe gaussienne avec beaucoup plus de résultats médians. Donc c'est assez intéressant. Et puis également, il faut se méfier dans ce procédé-là, c'est qu'en réalité, les bonus, un bonus de plus 2, du coup, ça sous-entend pas du tout la même chose qu'un bonus de plus 2 sur un des 20. C'est un peu exponentiel, les bonus aussi, du fait de cette courbe gaussienne. Alors, on va regarder comment ça fonctionne. Je vous propose de faire ceci. Ça va vous éclairer un petit peu sur les concepts du jeu. Alors, on vous propose de faire un personnage, en 9 étapes. D'abord, un concept. Alors, étant donné qu'il y a des tables pour éviter le build et revenir dans un truc un peu plus OSR où on tire au sort un certain nombre de choses, cette histoire de concept, de le mettre en 1, je suis pas trop d'accord. En 1, si les joueurs font du build, si vous autorisez le build, moi je trouve que c'est un peu contre-productif. Le build, je préfère une part aléatoire et aller challenger le joueur et qu'il ne soit pas toujours en train de jouer le personnage nécessairement comme il l'entend, etc. Parce que je pense que, d'ailleurs je crois que je ferai une vidéo à ce propos, c'est pas la bonne façon de procéder dans la mesure où j'ai remarqué sur des campagnes de moyenne, grande longueur,
qu'en fait ça a tendance, les joueurs ont tendance à se mettre sur des rails par rapport à cette espèce de double fantasmé d'eux-mêmes qu'ils ont buildé, et ils sont beaucoup voilà, sur le build, etc. Ils sont moins dans le challenge de vous devez interpréter ceci, qui est un truc assez frais et assez challengeant pour les joueurs, pour les sortir un peu de leur zone de confort. Donc, cette première étape de concept, moi je préfère la mettre de côté pour l'instant, puisque je vais utiliser des tirages au sort. Ensuite, vous déterminez ce qu'ils appellent les caractéristiques. Alors, petite surprise, on en a 9. Ça peut paraître beaucoup, mais tel que le jeu fonctionne, en fait, c'est en corrélation avec tout le game system du jeu. Hein, donc vous tirez 3d6 et vous notez. Oh, il y a une option aussi pour faire avec des points d'achat. Bon, là encore, moi je vous dis, je préfère le côté aléatoire de la création de personnages. Donc dans ces cas-là, vous tirez les 3d6. Il vous propose également de ne pas les garder dans l'ordre où vous les avez tirés, mais de les tirer vos 9 caractéristiques et après de les répartir où vous voulez. Là encore, ça ouvre un peu de build. Bon, c'est à vous de voir avec vos joueurs ce que vous préférez mettre en place. Alors nous avons accuracy, la précision, la communication, la constitution, la dextérité, le combat, l'intelligence, la perception, la force et la volonté. Voilà pour les compétences. Vous déterminez, vous avez une petite table, vous jetez vos D6 et vous déterminez le bonus. Parenthèse, ils sont passés, ce qui maintenant est un petit peu devenu monnaie courante pour beaucoup de jeux, on a enlevé la valeur. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'on s'en fiche de savoir si votre personnage avait 16 ou 17 ou 18 en force, ce dont on se sert dans le gameplay, c'est le bonus. Donc vous indiquez uniquement votre bonus. Voilà, donc si vous avez 18, vous avez 4 de bonus, si vous avez 16, 17, 3, etc. Et vous ne pouvez pas descendre en dessous de 6, 7, 8, vous avez 0, 9, vous avez 1, de 9 à 11, vous avez 1, 12 à 14, vous avez 2, 15, 16, 17, vous avez plus 3. Voilà, là on se rapproche un peu des tables de l'OSR. C'est quelque chose d'assez rapproché quand même. Finalement, il n'y a pas grande différence à ce que votre personnage ait 9 ou 11 dans une caractéristique. Donc voilà, c'est un parti pris. Vous déterminez vos habilités, vous avez ensuite des focus, c'est-à-dire que c'est pas un système de compétences, c'est un système de focus. Sous chaque caractéristique, vous avez un certain nombre de focus, et si vous prenez l'option de focus, vous allez avoir un bonus de plus 2. Quand vous arrivez à un certain niveau, il est possible de reprendre une deuxième fois, auquel cas vous ne passez pas à plus 4, mais vous passez à plus 3. Je prends un exemple, accuracy. Si vous prenez les arcs, bows, vous allez avoir, quand vous voulez tirer une flèche, vous tirez votre score 3d6, plus votre bonus en précision, plus 2 si vous avez pris le focus des arcs. C'est tout simple. Vous avez ensuite des races. Alors, dans ce premier opus, parce que je vous l'ai dit, il y a un compagnon, on a quand même un petit tour de table assez générique pour faire de la fantaisie. Vous avez les nains, les elfes, les humains, les gnomes et les orques et les petites gens. D'ailleurs, c'est pas les demi-orques, c'est les orques, pardon. Et dans ce jeu-là, les orques ne sous-entendent pas tout à fait la même chose que les orques de Tolkien. On peut en faire des personnages juste costauds, mais qui s'intègrent quand même dans la société. Ils ne sont pas nécessairement maléfiques. Et puis, bien, selon la race que vous avez, par exemple, vous avez un petit tableau, vous tirez 2d6, et selon le résultat, si vous faites 6, ben voilà, vous avez plus 1. Si vous faites 6, vous avez le focus axis, donc comment on appelle ça, c'est en fait tout simplement les haches de combat, voilà. Donc ça marchera avec le fighting. Vous avez sinon des petits bonus génériques, vous ajoutez plus 1 à votre constitution, à votre bonus de constitution. Vous choisissez une habilité parmi les suivantes. Constitution, un focus, pardon.
drinking, donc ce qui vous permet, je pense, de boire sans subir les effets de la boisson, ou intelligence evaluation. Les nains, typiquement, ils s'y connaissent bien quand il s'agit de déterminer un petit peu la valeur d'une pierre précieuse, etc. Vous avez la Dark Side, vision dans le noir, qui vous permet de voir jusqu'à 20 mètres, et vous avez également un score de vitesse, 8 plus votre dextérité, moins le bonus d'armure. Et c'est comme ça pour toutes les races, c'est assez simple. Vous avez ensuite des backgrounds. Alors le background, c'est assez malin comment c'est fait. Encore une fois, vous avez un premier tableau. Vous déterminez si vous faites partie de la, entre guillemets, la caste, c'est pas vraiment des castes, la classe, on va dire, mais la classe sociale, des outsiders, des basses classes, middle class, upper class. Et ensuite, vous avez pour chacune de ces classes ce petit tableau ici, petit tableau, disais-je, qui vous ouvre des focus à choisir. Par exemple, hein, je suis moyenne classe, je fais performer, j'obtiens un 3, communication performer ou intelligence musical lore, donc vous maîtrisez le domaine musical. Vous avez ensuite un petit paragraphe sur chacun des backgrounds, puis vous avez les classes. Alors les classes, là encore, ils ont un petit peu streamliné la chose, c'est-à-dire rétréci un peu les classes, puisqu'en fait, vous l'avez compris, ce sont les focus qui vont permettre de faire évoluer vos personnages. Vous avez donc que 3 classes disponibles, les mages, les guerriers et les voleurs. Et vous avez, vous voyez ici, c'est les mages, ça commence par les mages, un peu comment ça se passe. Pour chaque niveau, vous avez ce que vous pouvez prendre quand votre personnage augmente, mais vous gagnez également d'autres choses en montant de niveau, des nouveaux focus et des nouveaux talents. Ensuite, vous avez la même chose pour le voleur, la même chose pour le warrior. Ensuite, vous avez donc comment ça se passe quand vous gagnez des niveaux. Ben, en fait, vous allez pouvoir, alors je crois que c'est les niveaux pairs, vous pouvez augmenter une caractéristique primaire, puisque quand vous choisissez votre classe, vous déterminez votre caractéristique primaire et votre caractéristique secondaire. Et puis, niveau impair, une caractéristique secondaire. Vous avez ensuite, ben voilà, choisir le nom. Et puis vous avez un truc que je trouve assez intéressant, même si on a tendance à le mettre en place comme ça, librement, sans que ce soit cadré. Vous avez des buts. Des buts pour vos personnages. Alors on vous dit de choisir des buts à court terme, moyen terme et long terme. Ça c'est intéressant, ça fait partie des ressorts. Le fait de mentionner ça dans la création de personnages, ça oblige les personnages à choisir ça. Et peut-être ça peut casser un peu le côté des joueurs fans qui ont tendance vraiment à se laisser tracter par le scénario ou la campagne. Là, ils ont des buts, donc ça devrait réveiller un peu leur proactivité. J'y pense, tant que je suis là, je pense à vous le dire. Je ferai certainement une vidéo sur cette problématique-là, à savoir comment un petit peu arriver à casser les codes du fan pour amener les joueurs vers plus de proactivité, tout en restant dans une campagne construite et pas une campagne bac à sable. Voilà, parce que bon, moi, d'expérience, des campagnes bac à sable, je n'y crois pas trop. J'en ai tenté de multiples et à chaque fois, je dois reconnaître que ça fonctionne pas trop bien, soit parce que finalement on accumule les moments où on joue des scènes pas très intéressantes, soit parce qu'à un moment ça s'enlise un peu, les joueurs n'ont plus trop de proactivité et ça tourne un peu en rond et la dynamique de la campagne, elle tombe. Alors qu'une campagne un peu plus cadrée permet quand même au maître de jeu d'agiter des enjeux et de conserver cette dynamique de campagne qui, à mon avis, est très importante pour avoir des parties et surtout des campagnes réussies. Et, voilà. Ensuite, vous avez un petit laïus sur les règles. C'est assez court, hein, donc je vous ai expliqué il y a une petite règle de combat, je vous ai expliqué pour les habilités. Et alors, j'en viens aux prouesses, aux dés de prouesse. Au départ, il avait été conçu pour le combat. Je crois qu'il y a une option où on vous permet de le faire également pour des compétences. Alors, en combat, qu'est-ce qui se passe? Quand vous jetez vos dés, vous avez 3 d6, dont un dé
Alors dans Dragon Age, c'était le Dragon Dice. Ici, je ne sais pas comment il l'appelle, certainement peut-être le Stun Dice ou le dé de prouesse. Dès que vous avez un double, quels que soient les deux dés qui font un double, vous regardez le score de votre dé de couleurs différentes, et ce score vous donne un certain nombre de points que vous allez pouvoir dépenser. Alors vous avez des tableaux, d'ailleurs je crois que quand je ferai la vidéo sur l'écran du maître de jeu, il y a pas mal de tableaux qui sont repris, et on vous dit par exemple, voilà, en dépensant 2 points de prouesse, vous pouvez faire en sorte que votre ennemi il tombe prone, voilà, affaibli sur le sol, il est à terre, voilà. Du coup, tous ceux qui vont l'attaquer gagneront un bonus de +1. Alors, c'est à la fois le sel du jeu, en même temps, pour avoir pratiqué des jeux comme ça qui proposent ce genre d'options que les joueurs doivent déclencher. Je l'ai fait notamment avec le Star Wars de Edge. Je dirais attention, ne misez pas tout là-dessus. Il faut le voir plus comme un bonus qui permet de temps en temps de faire rebondir les combats. N'ayez pas trop d'attente là-dessus parce que c'est souvent déceptif. À savoir, dans une situation donnée, finalement, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas tant de choix possibles par rapport à ce que vous allez pouvoir acheter avec vos points de stunt, et que souvent, c'est quelque chose de répétitif. Donc, si vous présentez ça comme étant le truc super du jeu, vous risquez d'amener un côté déceptif à vos joueurs. Il vaut mieux présenter ça comme étant le petit truc qui fait un petit plus. Voilà. Et surtout, obligez vos joueurs à ne pas casser le rythme du combat, c'est-à-dire à aller vite, quitte à, s'ils ne se décident pas, tant pis, ils perdent leur point de stun. De toute façon, s'ils n'en font rien, ils ne s'accumulent pas au cours des rounds de combat. Donc voilà, il ne faut pas non plus que du coup les combats deviennent lourds, etc. Vous avez des règles sur le combat monté, vous avez ensuite des options, donc les ability focus, et vous avez encore quelque chose pour distinguer vos joueurs, vous avez les talents. Vous pouvez également choisir des talents. Enfin, vous avez quelque chose qui correspondrait aux classes de prestige, c'est la spécialisation. C'est ce qui va faire que, en réalité, deux guerriers ne seront pas les mêmes. Et la spécialisation, elle augmente, elle a des degrés. Vous êtes d'abord novice, puis middle, puis maître. Et certaines spécialisations sont réservées à des classes. Je prends le cas, par exemple, l'arcane scolar est une spécialisation de mage. Assassin, c'est une spécialisation de rogue. Berserker, c'est une spécialisation de guerrier. Vous avez ensuite le petit chapitre très classique sur les armes. Voilà, rien de bien folichon, mais ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Vous avez l'équipement. Bon, là, c'est vraiment du classique. Voilà, se loger, se nourrir. Et puis après, les règles de la magie. Je pense que les règles de la magie, je ferai certainement une vidéo à part. Donc ce qui est pas mal, c'est que ça fonctionne avec des points de mana et qu'on n'est plus dans la magie ancienne telle qu'on est habitué à D&D. C'est-à-dire que vous pouvez jeter des sorts tant que vous avez des points de mana. Vous avez également les stuns quand vous jetez des sorts qui peuvent faire que votre sort vous coûte moins cher. Et voilà, et vous pouvez, parmi les sorts que vous jouez, que vous connaissez, jeter plusieurs fois le même sort tant que vous avez des points de mana. Un chapitre spécial sur les stuns, avec les basiques. Ils ont rajouté aussi des tables pour utiliser les stuns, comme je vous le disais tout à l'heure, dans des situations autres que le combat. Pourquoi pas? Moi, je pense que ça alourdit un peu peut-être le jeu pour rien. Dans la mesure où ça pose la problématique qu'en fait les joueurs ne décrivent pas ce qu'ils font, ils décrivent leur intention, ils tirent les dés et évidemment ça va changer parce que s'ils font des stunts, ils vont pouvoir aller plus loin, au mieux ou d'une autre façon dans ce qu'ils ont tenté de faire. Vous avez ensuite une partie sur le maître de jeu, comment créer des scénarios, comment faire les différents styles de jeu. Voilà, ça c'est vraiment c'est toujours bon de le rappeler. Un petit mot sur les campagnes également. Voilà, comment également maîtriser, en fait, adjudiquer. Et puis un petit bestiaire, qui est un peu petit, d'ailleurs ils ont sorti un autre bestiaire. Donc vous voyez, les monstres sont décrits un peu de la même façon, avec des tables. Bon, faudra trouver des stats blocks peut-être un peu moins colossaux pour mettre dans les préparations de partie.
Vous avez le dernier chapitre, je crois, sur les récompenses, les objets magiques, et puis quelques lignes sur le world building, et enfin on finit avec la feuille de personnage. Voilà, vous pouvez télécharger vous voyez, c'est assez sommaire la feuille de personnage. Vous pouvez télécharger une feuille de personnage en ligne qu'on peut, comment dire, qu'on peut remplir via un PDF, via Persus sous Mac ou Adobe Acrobat Reader sous PC. Voilà, c'est une première évocation de ce jeu. Je ferai également d'autres vidéos sur les autres suppléments. Donc il y a un compagnon où il rajoute un petit peu de race et vraisemblablement de nouveaux talents, de nouvelles spécialisations. Je l'ai reçu, je l'ai pas encore feuilleté, donc je ne peux pas vous en parler. Il y a un bestiaire et il y a un truc de rencontre qui s'appelle l'Airs, où à chaque fois on vous donne un monstre spécifique et puis un peu son écosystème, dans quel écosystème le placer pour utiliser ces rencontres dans votre campagne. Et puis vous avez un ouvrage sur le world building. Tous les ouvrages font à peu près cette épaisseur, c'est pas des gros tomes. Intéressant, il va falloir que je regarde d'un peu plus près ce que ça dit pour vous faire un retour de partie. Je pense que je vais vraisemblablement faire jouer avec ce jeu dans pas très longtemps. Et je réponds à une question qui m'avait été posée dans un commentaire d'une vidéo précédente où on me disait oui, mais les retours de partie. Alors j'essaye de le faire. C'est pas toujours possible parce que il faut déjà que j'ai un peu de recul sur le jeu, parce que faire un retour de partie sur une partie, c'est pas vraiment fiable à mon avis, hein. Il faut au moins faire quelques séances pour vraiment tester le jeu, sur plusieurs niveaux aussi, pour voir, bon, alors à bas niveau ça fonctionne, mais à haut niveau ou à moyen niveau, ce genre de choses pose problème. Néanmoins, lorsque je teste les jeux et que je peux vous en dire davantage sur l'épreuve du feu, on va dire, je le fais, donc je le ferai vraisemblablement pour Fantasy Edge, mais ce sera pas tout de suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir, portez-vous bien. Et on se retrouve vraisemblablement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.